tout d'abord, merci à l'Association marocaine de cardiologie pour l'invitation. Je suis donc chirurgien cardiaque au CHU de Lyon dans l'équipe du professeur Obadia, que vous connaissez tous probablement. On nous a demandé de faire ce topo que nous avons la chance dans notre institution d'avoir une expérience assez importante sur la chirurgie de la valve mitrale. Le professeur Obadia a commencé le programme de chirurgie mitrale mini-invasive maintenant quasiment 20 ans, avec à peu près 1500 procédures de chirurgie mitrale mini-invasive réalisées chez nous. Et puis, comme vous le savez aussi, nous avons mené des études sur, en particulier, le MitraClip avec MitraFR, dont le professeur Batia était l'investigateur principal, d'autres études, MitraCord, etc. Donc, pour vous donner juste un ordre d'idée de notre activité, une centaine de réparations mitrales mini-invasives, une trentaine de MitraClip, une dizaine de TMVR par an, et puis le reste d'une activité chirurgicale relativement standard avec le TAVI, la chirurgie coronaire, etc. Alors, allons dans le vif du sujet maintenant. Jusqu'où peut-on pousser les indications de la réparation mitrale? Alors, évidemment, la réparation mitrale, et le docteur Motti l'a parfaitement décrit dans son topo, elle dépend des lésions. Alors voilà, ça c'est les chiffres du STS. Alors, les étiologies, elles dépendent évidemment des pays dans lesquels on se trouve. Alors ça c'est l'Amérique, les États-Unis. Aux US, en Europe, on a 60% de lésions dégénératives, on a une vingtaine de pourcents à peu près de lésions rhumatismales. Alors, excusez-moi, on n'a pas, c'est pas le nombre, le pourcentage de lésions qu'on a, mais c'est les indications de chirurgie mitrale. Hein. Donc 60% des réparations mitrales, elles sont pour des lésions dégénératives, 22% pour des lésions rhumatismales et seulement 1,3% pour des lésions ischémiques, ce qui paraît extrêmement peu. Et puis je reviendrai là-dessus dans mon topo. Alors, qu'en est-il toujours aux États-Unis? Ça, c'est vraiment c'est la base STS qui est probablement la plus grosse base connue. Qu'en est-il du pourcentage de réparation quand on a décidé d'opérer cette valve mitrale? Alors, la réparation, vous voyez, la overall indications, c'est 34% de remplacement et 66% de réparation. Hein. Donc, on a tous entendu dire que la maladie dégénérative, eh bien, il fallait que ça se répare, et dans la vraie vie, eh bien, on a 66% de réparation. Quand on regarde les indications, eh bien, ça c'est pour la chirurgie, pour le malade dégénéré, la maladie dégénérative, eh bien, on voit que les réparations, elles sont plus importantes, 83%, 17% de remplacement uniquement. Qu'en est-il de l'évolution au cours des dernières années? Hein? Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs? Eh bien, on voit que oui, un petit peu, effectivement. La réparation a pris une place plus importante. Et donc, ça, c'est une autre base de données, toujours américaine, hein, issue du NIS. On a 60% de réparation avec, ici en bleu, vous le voyez, depuis 2013-2014, le MitraClip qui commence à prendre une place de plus en plus importante. Qu'en est-il de la maladie rhumatismale? Eh bien, toujours dans cette base de données, on verra après que c'est des chiffres qui sont un peu étonnants. Eh bien, dans cette base-là, on a un taux de réparation de l'ordre de 60% pour les donc, ce taux de réparation, on sait, il va dépendre de l'expérience du chirurgien. Et vous voyez ici, ça c'est la cohorte du STS. On voit que dans les centres qui réparent, qui font beaucoup de chirurgie mitrale, hein, ici plus de 23 cas par an, eh bien on a un taux de réparation qui est de l'ordre de 80%. Il s'agit ici de la maladie dégénérative, alors que dans les centres avec des volumes opératoires faibles, moins de 23 cas par an, ça constitue en gros une chirurgie mitrale toutes les 2 semaines, eh bien on a un taux de réparation qui est bien moins important. Et l'autre chose qui est très importante à noter sur ce chiffre-là, eh bien c'est celui-ci. On voit que les centres qui réparent beaucoup de chirurgie, beaucoup de mitrales, eh bien finalement il y en a très peu, hein, 4,7%. Donc la vraie vie, c'est probablement cette première ligne-là, c'est moins cette ligne-là qui en fait concerne uniquement certains centres experts. Alors pour la suite du topo, eh bien, je vais vous présenter ce qu'il en est de la réparation mitrale dans les différentes indications. D'abord le dégénératif, ensuite le rhumatismal et ensuite la maladie ischémique. Alors dans la maladie dégénérative, c'est probablement la chose qu'on connaît le mieux. Ça fait, grâce aux travaux évidemment d'Alain Carpentier, ça fait maintenant 20 ans, 30 ans
qu'on sait qu'une valve mitrale dégénérée, la maladie dégénérative, eh bien, ça doit se réparer. Et on comprend très bien ici, c'était une très belle cohorte, celle du MIDA, qui comprend 6 centres partout en Europe. Et dans cette cohorte du MIDA, on voit qu'à 20 ans, eh bien, il y a quasiment 20% de patients survivants supplémentaires dans le groupe réparation versus le groupe remplacement. On voit que la réparation et le remplacement ne sont pas différents en termes d'indication de réopération, mais par contre en termes de survie sans complications, eh bien, il y a un net avantage de la réparation. Et quand on parle d'événements liés à la valve, on parle de pathologie thromboembolique, de réopération, de major bleeding et d'infective endocarditis. On sait également chez le dégénératif que cette chirurgie chez le malade asymptomatique offre une espérance de vie qui est quasiment identique à la population générale qui était représentée ici en verte. Donc ça, c'est des chiffres issus de registres nationaux. Et donc on voit une survie similaire chez le malade qui a eu une réparation pour une maladie dégénérative par rapport à la population normale. La réparation, les chirurgiens vous diront, sa facilité, sa faisabilité, elle dépend du type de maladie dégénérative, hein, puisqu'il n'y a pas une maladie dégénérative. Les lésions dégénératives, ça va de la maladie fibroélastique avec une simple rupture de cordage jusqu'à la maladie de Barlow avec des lésions extrêmement complexes, un anneau dilaté, un tissu redondant, etc. Et donc, la quantité de tissu augmente et la complexité de la réparation augmente également. Néanmoins, dans les centres experts, hein, ici vous avez le centre de Goldstone, ces centres-là arrivent à obtenir des taux de réparation chez les maladies mitrales complexes qui sont identiques au taux de réparation dans des pathologies dégénératives simples avec des prolapsus postérieurs isolés. Néanmoins, on peut voir qu'ici, à partir de 5 ans, on a quand même un taux ici, ça c'est le taux de développement d'IM modéré, hein. On voit que chez le malade complexe, eh bien, on a quand même des taux de réopération qui sont un peu plus importants que dans le prolapsus postérieur tout simple. Qu'en est-il chez le patient âgé? Alors ici, c'est toujours hein, la database du STS, donc database américaine. Où on a ces auteurs ont essayé de regarder ce qu'il en était de la chirurgie chez le patient de plus de 70 ans. Et bien, chez le plus de 70 ans, eh bien, on voit que la réparation offre un gain quasiment deux fois moins de morts par rapport au remplacement, donc chez le patient dégénératif âgé. Qu'en est-il maintenant de la pathologie rhumatismale? Alors, j'ai beaucoup lu pour faire ce topo, mais je ne vous cacherai pas que c'est pas mon domaine de prédilection, hein. Nous, nos patients, on a 90% de patients dégénérés et moins de 10% de patients rhumatisme. Néanmoins, voilà la littérature pour ces patients-là. J'ai trouvé en particulier cette cohorte extrêmement intéressante qui vient de Corée du Sud avec 1731 patients. Il me semble que c'est la plus grosse cohorte publiée pour la maladie rhumatismale. Alors, dans cette cohorte, eh bien, on retrouve en fait un taux de réparation chez le malade rhumatismal qui est de l'ordre de 17%. Et puis donc tout le reste qui est du remplacement valvulaire prothétique avec du remplacement mécanique dans 2/3 des cas et du remplacement biologique dans le reste des patients. Et donc on comprend bien que la maladie rhumatismale, eh bien, elle touche essentiellement des patients jeunes. Lorsqu'il faut réparer, eh bien, les réparations habituellement réalisées sont des annuloplasties, une commissurotomie dans 32% des cas, et puis d'autres choses un peu plus rares, hein, comme des extensions valvulaires. Et donc voilà, d'autres choses plus rares. On voit dans cette cohorte que finalement, les malades réparés, c'est les patients en rouge, eh bien, c'est essentiellement les patients jeunes, hein. Quand on dit jeunes, c'est moins de 50 ans. Enfin, quand
Kim et al. Dijon, c'est les patients de moins de 50 ans. Et on voit que c'est essentiellement ces patients-là qui sont réparés. Le reste va bénéficier de chirurgie de remplacement prothétique. Alors, qu'en est-il des résultats? Eh bien, quand on compare réparation et remplacement dans cette population, en termes de mortalité, on voit ici, avec un mean follow-up de quasiment 10 ans, on voit une survie qui est relativement identique. Je pense que ça ne sert à rien de regarder la fin de ces courbes, puisque vous voyez qu'il y a très peu de patients que ça concerne. En termes de réopération, eh bien, de la même manière, on a assez peu de réopération, y compris chez le malade réparé. Néanmoins, eh bien, on voit que quand on regarde les valve-related events, et donc là, à nouveau, on parle de réopération, d'événements thromboemboliques, beaucoup d'événements liés à l'anticoagulation. Eh bien, on a des taux d'événements qui sont bien plus importants. Et dans ce papier-là, les auteurs avaient l'air de dire que c'est beaucoup les événements qui sont liés à l'anticoagulation qui sont responsables de l'augmentation de ces événements. Alors, ce papier, j'ai trouvé une interprétation assez intéressante de Manuel Antunes, qui est un chirurgien portugais qui a une énorme expérience dans la chirurgie de réparation chez le malade rhumatismal, en particulier grâce à des missions humanitaires qu'il a faites partout dans le monde. Et Antunes dit de ce papier-là et dit de la chirurgie de réparation chez le maladie rhumatismale en général, qu'il faut faire quand même attention aux analyses, parce que, en particulier dans le papier que je viens de vous montrer, les enfants et les adolescents avaient été exclus. Et finalement, quand on regarde ce 17% de réparation chez 1700 malades, eh ben, ça fait quand même très peu de réparés. Et donc, on se doute qu'il y a des sélections qui doivent vraiment être méticuleuses des patients qui vont être réparés. Et puis, il rappelle qu'il y a une large pathologie, une large éventail de maladies rhumatismales. Il n'y a pas un patient rhumatismal, comme il n'y a pas un patient dégénéré, mais les pathologies rhumatismales, il y a tout. Il y a de la simple fermeture commissurale qui se répare assez facilement à une valve bétonnée qu'il était évidemment impossible de remplacer. Antunes rappelle aussi également ce sur quoi j'ai insisté juste avant, que finalement le pronostic au long terme de ces patients dépend en grande partie de la compliance au traitement anticoagulant. Ça, c'est vraiment très important. Et puis enfin, que le taux de réparation dépend de l'expérience des chirurgiens. Et dans le papier qui était présenté juste avant, 1700 malades, eh bien, on voyait qu'il y avait 7 chirurgiens avec donc des cas finalement assez peu importants. Et donc voilà un taux de réparation qui est vraiment dépendant de l'expérience de chaque chirurgien. Qu'en est-il enfin de la pathologie ischémique? Pardonnez-moi cette petite faute ici. Donc la pathologie ischémique. Et comme je le rappelle dans mon introduction, je disais qu'il y avait plus que 1,2% de malades dans la cohorte de STS qui étaient réparés. Alors pourquoi? Alors, en fait, comme vous le savez, la chirurgie mitrale dans l'IM secondaire, anciennement fonctionnelle, beaucoup de pathologies ischémiques, eh bien, elle a une histoire qui est assez intéressante, avec des choses qui ont beaucoup changé au cours des dernières années. Dans les années 90, on se disait que la valve mitrale elle avait ce qu'on appelait un pop-off effect, c'est-à-dire qu'elle savait de valves de décompression, et donc finalement que l'IM, il fallait pas la toucher parce que sinon on allait décompenser les choses. Et puis finalement, ça fait dans les années 2000, on s'est dit pas du tout. En opérant ces valves, eh bien, finalement, on améliore beaucoup les patients, et vous voyez ici une amélioration symptomatique qui est assez importante. Ça, c'est les papiers de 1996. Et puis, à la fin des années 2000, il y a plus de 10 ans maintenant, eh bien, on a commencé à se rendre compte que les malades qui étaient co-réparés, eh bien, finalement, ils n'avaient pas quand on décidait de faire de la chirurgie de réparation, en particulier de l'annuloplastie avec des anorigines, finalement, on se rendait compte que leur survie, elle n'était pas bien meilleure que chez les patients chez qui on a décidé de ne pas faire de chirurgie mitrale. Et puis finalement, dans les années 2000, eh bien, j'allais dire, c'est un peu l'apogée des études randomisées. Eh bien, on s'est dit qu'on voulait comprendre. Alors, comment on a fait pour comprendre un peu ce qu'il fallait effectivement faire chez ces patients-là? D'abord, on a compris qu'il fallait mieux
les patients. Hein. Quand on étudie une population, il ne faut pas comparer les carottes avec les pommes de terre, il faut comparer chaque population indépendamment. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait étudier d'un côté les maladies, les patients des IM secondaires ischémiques, les patients candidats à une chirurgie de revascularisation et les patients qui ne l'étaient pas. Et puis, au sein de ces patients des IM ischémiques candidats à la revascularisation coronaire chirurgicale, il y avait des patients qui étaient avec des IM sévères, des patients avec des mauvais ventricules. Et puis pour toutes ces populations, on a pu commencer à faire progressivement des études randomisées et voilà les résultats qu'on a trouvés. Dans l'IM ischémique, chez le patient qui est candidat à une revascularisation coronaire chirurgicale, lorsque l'IM est sévère, eh bien, les études randomisées ont prouvé que la réparation ne faisait pas mieux que le remplacement. Voilà, donc chez ces patients-là, eh bien la limite voici une des limites de la réparation, hein, puisque c'était le thème de la présentation. Chez le patient ischémique, eh bien la réparation ne fait pas mieux que le remplacement valvulaire mitral. Lorsque l'IM est sévère et modéré, excusez-moi, eh bien on se rend compte que faire une revascularisation coronaire isolée, hein, un CABG alone, eh bien ça donne la même chose que quand on fait une réparation mitrale associée à la chirurgie de revascularisation coronaire. Et donc voilà une deuxième limite de la réparation coronaire hein, chez le patient qui est ischémique avec une IM modérée, eh bien pas de réparation indiquée. Enfin chez les autres malades, hein, les IM à VG très altéré ou chez les IM non ischémiques, eh bien on n'a pas d'études randomisées. Et donc, chez ces malades-là, il y a probablement que la réparation mitrale n'est pas indiquée. De façon isolée, c'est absolument certaine. Associée à une revascularisation coronaire chez le malade ischémique, pourquoi pas. Mais c'est probablement à cette population qui bénéficie le moins d'intérêt de la revascularisation, de la réparation mitrale. Enfin, depuis 5 ans, eh bien, l'indication de chirurgie des procédures percutanées a largement été évaluée avec des études randomisées telles que MITRA-FR, telles que COAPT. Néanmoins, là, je crois qu'on dépasse les bornes de la présentation qui m'étaient demandées et je vous reparlerai à l'occasion avec plaisir de ça dans un prochain topo. Alors voilà les take-home messages. Pour résumer ce que je viens de vous dire, dans la pathologie dégénérative, l'indication de réparation, eh bien c'est chez tous les patients. Les IM, que ce soit de les formes simples, hein, la maladie fibroelastique avec la rupture de cordage jusqu'au Barlow, il faut essayer de réparer tout le monde de façon précoce, puisqu'on a vu, hein, lorsque cette chirurgie est réalisée chez des patients asymptomatiques, on a une espérance de vie qui est maximum, et également, y compris chez les sujets âgés, et puis évidemment, l'expérience du centre joue beaucoup sur les taux de réparation. Dans la maladie rhumatismale, eh bien, se rappeler que finalement l'intérêt de la réparation, c'est d'éviter l'anticoagulation chez des patients qui ont une bonne, qui vont bien adhérer au traitement anticoagulant, et bien probablement que l'intérêt de la réparation est moins importante. Néanmoins, chez des patients qui ont des lésions assez peu évoluées, principalement des lésions fuyantes plus que sténosantes, et bien la réparation peut être réalisée dans de bonnes conditions, en particulier dans les centres experts. Et dans la pathologie ischémique, eh bien on le voit, il reste assez peu de place dans la réparation. Hein, c'est pour ça que finalement seulement 1%, la chirurgie mitrale concerne seulement les maladies ischémiques dans 1% des cas, que ce soit sur le plan chirurgical ou que ce soit sur le plan percutané. Voilà, donc ces problématiques sont des problématiques extrêmement intéressantes. Hein. On avait jusqu'à présent assez peu de solutions de chirurgie mitrale. Notre toolbox, depuis les 10 dernières années, elle s'est enrichie de tas de moyens. Donc c'était pour ça que c'est très important de bien comprendre les indications et pour bien soigner nos patients. Voilà, je vous remercie encore, merci encore à l'Association marocaine de cardiologie pour l'invitation et bonne soirée à tous. Merci, professeur.